On est en interview avec Sonia. Sonia qui est digital nomade et qui voyage en voilier depuis quelques années. Bah, écoute, pour commencer, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter à tout le monde? Sûr. Alors, je suis Sonia, digital nomade donc depuis 3 ans passés, maintenant en voilier. Et je suis à la fois alors je fais un peu plein de choses en français. J'ai toujours un peu de mal moi-même à définir ce que je fais, mais gros modo, je suis, on va dire, assistante d'entrepreneur. Pour tout un tas de tâches, en fait, tu sais, quand on commence à être en entrepreneur qui marche bien, il y a plein de tâches qu'on a besoin de déléguer, donc les entrepreneurs. Okay. Je suis freelance aussi en writing, stratégie de compte. Ok. Voilà. Et depuis quelques mois, j'ai lancé moi aussi mon blog professionnel en mode entrepreneur, où j'accompagne en fait les voyageurs nomades. Ok, super. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu te trouves en ce moment? Oui, alors là, c'est très particulièrement, je suis en Martinique. Là, tout de suite, donc où on vit habituellement. Plutôt actuellement est à terre. Okay. On est donc voilà, je suis mal habillée, c'est normal. Ok. Donc voilà, on est en mode travaux en ce moment. Et donc là, vous réparez le bateau, vous le retapez un petit peu pendant l'hiver pour repartir après? Oui, alors en fait, c'est plus ou moins ça, c'est-à-dire que régulièrement, il faut faire l'entretien du bateau, c'est important. On a en fait d'autres en acier, donc qui demandent quand même de l'entretien. Okay. Là, en fait, allez, on a un qui est en train de se préparer. On prépare le bateau. J'en dis pas plus. Et l'idée, après probablement vers le Canada. Tu viens de voir à Montréal, c'est ça? Donc, c'est vraiment pas. Ok. Vraiment pas impossible. En tout cas, tiens-moi. Mais bon, j'en dis pas plus. Et donc là, les Martinique, vous avez fait un tour dans les Caraïbes. Vous avez été en Guadeloupe aussi? Pas encore? Encore en Guadeloupe. On est très très lent. On est vraiment un peu sur le blog. On est vraiment en mode slow, très très lent. Ça fait donc 3 ans qu'on est parti. Alors en gros, le parcours qu'on a fait depuis le départ, on est parti de Bordeaux en France. On a descendu toute l'Espagne, le Portugal. On a fait de l'Espagne. On est rentré par Gibraltar et puis on a fait une petite partie de la Méditerranée. Donc on est resté assez longtemps. On a bien traîné parce qu'on a adoré l'Espagne. Plus de 8 mois dans le sud de l'Espagne. Ok. Et juillet 2017, on est reparti dans l'autre sens. Et là, on a commencé à traverser pour arriver sur donc Madère, Canaries. On est resté 5 mois aux Canaries à peu près. Donc voilà, tu vas lentement. C'est cool. Et mais on adore ça en fait. Vraiment, c'est vraiment notre mode en reparler tout à l'heure. Et ensuite, on a traversé l'Atlantique, donc jusqu'aux Antilles. On est arrivé en Martinique. On a pas mal traîné en fait entre la Martinique du sud des Antilles, donc jusqu'à Gonesse. On a 4-5 mois dans le sud, notamment pour la saison cyclonique, parce que l'été, en fait, c'est la mauvaise période. Ça permet le plus chaud et où il y a des risques cycloniques. C'est un peu plus safe. C'est pas assez un peu plus safe. Il y a des abris assez là-bas. Et donc là, on est remonté en Martinique pour bateau et ensuite des aventures. Je ne parle pas aujourd'hui. Bon, en tout cas, moi, je reviens il y a une semaine de Cuba. C'était l'occasion de passer là-bas. C'est vraiment top. C'est presque sur la route. Ouais. Ok. Puis après, tu peux rattraper la Floride et puis remonter. C'est ça.
Exactement. Ouais, on ne dira pas plus aujourd'hui, mais tout ça. Ça s'en vient. Parce que vous verrez, il y a une petite subtilité dans le programme et ça va être mode de vie et à la fin, peut-être poil, enfin. Ok, super. Voilà, écoute, on tient au courant, on va suivre ça de près alors. Et donc, votre projet d'être nomade envoyé, il est quand même assez unique. J'en ai vu quelques-uns dans le monde anglophone qui faisaient ça. Mais ça vous est venu et comment ça marche en fait dans la vie de tous les jours? Alors, d'abord, avant de penser au digital, on a vraiment pensé au nomade. En fait, si tu veux, on s'est avec Lucas et on a toujours pensé, parlé de voyage. Ça a toujours été notre truc. On s'est rencontrés. On a gentiment poursuivi jusqu'à la fin. Moi, je tenais vraiment à aller jusqu'au bout de mon cursus. J'étais en fait initiée. Donc, j'ai un master en... tu vois. Donc, je tenais le diplôme. Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et donc, il est né sur un bateau. Il a toujours navigué pendant... Lui, c'était vraiment un désir, presque un rêve de revenir un peu tu vois, en tant qu'enfant. Et moi, de toute façon, je voulais voyager. Je me suis dit, pourquoi pas en bateau après. Voilà. Donc, on a un bateau il y a 6 ans maintenant. Et donc, on est parti en voyage. Et en fait, on ne savait pas qu'on allait devenir digital nomade. On ne savait pas bien ce que c'était qu'on... On a plus de maison, plus de voiture, etc. En métropole. On savait qu'on n'avait pas de date de retour. Ça s'est passé comme ça. Voilà. D'abord devenir nomade et en fait, le côté digital. J'ai envie de dire presque naturellement. C'est pas aussi facile. C'était la bonne fois pour continuer le voyage. Le défi, c'est comme pour tout le monde, c'est d'arriver à voyager, ça va, mais c'est d'arriver à continuer à voyager continuellement et gagner sa vie aussi comme ça, quoi. Exactement. C'est vrai que le bateau, quand ça te prend, ça te lâche rarement. Moi, j'en ai fait un petit peu. Moi, la légende que j'ai été conçu dans un voilier en Corse. Bon, j'en dirai pas plus. mais c'est ça. Et puis, mon père est grand fan de voile aussi. On essaie d'en faire de temps en temps. Là, à Cuba, j'ai fait un petit peu de catamaran. Dès que je peux, j'en fais un petit peu. Et c'est sûr que ça rejoint quelque chose, c'est que les nomades digitaux, il y en a beaucoup en fait qui ont ce style de vie parce qu'ils ont des passions qu'ils peuvent pas faire forcément chez eux. Donc vous, ça peut être la voile, je connais, c'est le kitesurf. Moi, ça va être la plongée, par exemple. Et c'est des trucs que tu peux faire qu'en voyageant. Et donc, c'est aussi un intérêt d'être nomade digital. Exactement. Et tout à fait ça. Ça te permet de faire plaisir parce que tu ne les as pas forcément à côté de chez vous. Et la vie de tous les jours, travailler sur un bateau, comment ça se passe pour Internet et tout ça? Tu peux nous en dire plus? Oui, ça se passe bien, plutôt bien généralement. Alors, donc comme je disais, du voyage, était en Europe. Et aujourd'hui, quand ils ont supprimé le roaming dans toute l'Europe, quand tu as un forfait téléphonique français, on va en détail pour ceux que ça pourrait intéresser, pour à peu près, tu as 1 giga. Donc, on a chacun nos 100 gigas. Et donc, et même jusqu'aux Canaries, on partage simplement la connexion de notre téléphone. Et donc, on travaille comme ça directement. On n'a pas d'aller dans les cafés, etc. Quand tu vois, on a été obligé d'aller sortir en fait pour travailler. C'est embêtant parce que toutes les zones de plaisance ou de bateaux, etc., ne sont pas du tout faites pour les travailleurs. Les coworking space, tu n'en trouves pas. Les cafés, c'est plutôt des cafés pour faire la fête quand tu rentres de navigation. Donc, c'est très difficile de trouver des cafés tu vois, où c'est calme, où tu peux faire.
Donc ça, c'est un peu la difficulté, parce que du coup, tu n'as pas de voiture quand tu arrives. On n'a pas forcément tout le temps le budget d'en louer. Et puis, tu vois, louer une voiture sur 2 mois pour aller travailler au coworking space à 50 km, enfin, ça n'a pas de sens, en fait. Donc ça, c'est un peu la partie compliquée. Donc là, en gros, tout ce qui était Europe, c'était super. Bon, pendant la traversée, évidemment, on n'a pas Internet et de toute façon, nous n'avons pas travaillé pendant la traversée. C'était vraiment un moment unique en soi. Et puis avec les vagues de 2-3 mètres, non, merci. Et ensuite, quand on est arrivé aux Antilles, alors c'est pareil, tout ce qui est Martinique, Guadeloupe, etc., c'est chouette parce qu'on a notre forfait français. Par contre, dès que tu sors de ces îles, tu l'as pas. Le côté se retrouver dans un endroit qui est fait pour les vacanciers, les voyageurs qui ne travaillent pas. Et c'est vrai que là, en fait, tu te retrouves un peu en difficulté, en fait, parce que tu n'es pas dans un endroit comme Chiang Mai ou Bali où tu as plein de digital nomades partout et de toute façon, tout est entre guillemets fait pour nous. Je t'ai posé une question sur comment, donc tu nous as expliqué un petit peu ce que tu faisais comme travail en ligne. Comment tu as réussi à développer tes compétences là-dedans et surtout à trouver des contrats en continu? Ok. Alors, j'ai, on va dire, 2 espèces de périodes digital nomades. La première, donc, il y a 3 ans. Comme je te disais, on est parti. Lucas, lui, il est ingénieur informaticien. Donc, plus ou moins naturellement, si tu veux, ça coulait de source. Ben voilà, un petit peu comme Palme et Pouce, là, j'ai vaguement suivi, qui disait je suis développeur web, je suis développeur. Donc, comment je peux faire du coup pour devenir digital nomade. Donc lui, il a posé sa démission, on est parti en voyage et au moment de partir, il a ouvert son auto-entreprise en France. Et il a commencé à chercher des clients. Alors, en tant que développeur web, c'est facile, entre guillemets, dans la mesure où il y a vraiment beaucoup de demandes, en fait, de boulot. Et pour lui, en tout cas, une bonne première base, ça a été de s'inscrire sur les plateformes freelance. Alors, on peut en faire tout un débat. Il y a du pour, il y a du contre, il y a du bien, il y a du moins bien sur ces plateformes. Mais pour nous, on trouve, en tout cas dans ce domaine-là, que c'est une bonne façon de trouver sa première clientèle, de faire ses premiers contrats, et justement d'avoir un premier petit portfolio qui te permet après d'aller voir, de démarcher d'autres clients en disant voilà, j'ai déjà réalisé ceci, cela. Donc lui a fait ça. Donc aujourd'hui, il continue. Alors là, en ce moment, il se spécialise un peu parce que forcément, on évolue. Donc là, il est plus dans la expertise SEO, etc. Mais il a commencé comme ça. Et moi, comme je t'ai dit, j'étais prof de français initialement. Donc, je savais pas du tout quoi faire quand tu vois, on en est arrivé à un moment, ok, il faut qu'on travaille un petit peu. Je savais pas du tout quoi faire. J'avais pas trop envie d'être prof. En fait, ça a jamais été une vraie vocation chez moi. Donc, j'ai simplement commencé à accompagner Lucas. Donc, j'ai commencé à l'aider, tu vois, à découvrir un peu cet univers digital, création de site web, référencement, mailing, enfin, tout ça. Et je me suis un petit peu formée au web design pour l'accompagner en me disant, tiens, ça pourrait être sympa d'être complémentaire. Donc, ça a commencé comme ça. Et en gros, on va dire, j'ai travaillé 2 ans sous son aile ou dans son ombre, je ne sais pas comment dire, en tant que assistante finalement d'entrepreneur, tu vois. Et en fait, justement, pour l'aider, j'ai commencé à développer vraiment toutes les compétences de web marketing, etc. Ce qui fait que en août dernier, j'ai décidé de vraiment partir moi de mon côté un peu à fond dans ce que je faisais. Et donc d'aller chercher mes propres clients avec mes compétences que j'avais développées. Alors avant d'expliquer comment j'ai trouvé mes clients, je me suis formée à la fois toute seule en lisant des blogs, en suivant des gens tu vois, qui partagent beaucoup de contenu intéressant. Mais j'ai aussi au bout d'un moment en fait pris de la formation en ligne en fait pour vraiment acquérir des compétences solides. Pour moi, il y a un moment où c'est inévitable. Si vraiment tu veux avoir une vraie compétence solide et forte et être un vrai expert et accompagner tes clients le plus sérieusement possible, il faut passer quand même par une étape un peu je dirais, technique, formation, quoi. Vraiment. C'est un peu la base pour moi c'est comme tout métier, ça s'apprend de toute façon, ça s'invente pas. C'est sûr. Tu as suivi quelle formation, si tu as des noms en tête?
Oui, j'ai commencé sur Open Classrooms et ils ont des formations, enfin ils ont un programme à 20 € par mois qui est vraiment bien pour commencer. Tu peux quand même valider des certifications et les partager après sur LinkedIn ou autre, donc c'est pas mal. Alors, moi je trouve que c'est un bon départ parce que quand on commence on n'a pas forcément de budget, donc c'est bien. Et ensuite, alors après je fais régulièrement plein de petites formations. Ça m'arrive quand je suis un blogueur en web marketing qui propose quelque chose d'intéressant, tu vois, ça peut être des formations à 150, 50 €, 200 €. Je suis assez consommatrice de ce genre de petites formations qui permettent d'acquérir des petites compétences par-ci par-là. Et sinon, en grosse formation, là, je suis des formations chez Live Mentor, que certains doivent connaître. Alexandre Dada. Exactement. Je suis assez convaincue par leur programme et j'ai énormément appris et avancé en étant chez eux. Voilà. D'accord, super. Et après, c'est sûr que toi, c'était pas ton domaine de base. Ouais. Tu as dû te former. Moi, bon, j'ai fait mes études ici à HEC Montréal, alors marketing et IT, puis après en e-commerce. Donc c'est sûr que j'ai toujours été un peu dans ce bain-là, même si c'était pas toujours très appliqué. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que après avoir fini mes études en 2015, j'ai commencé à travailler dans une grosse compagnie, à prendre des responsabilités pour apprendre vraiment des choses et puis aussi collaborer avec des gens qui faisaient ça depuis des années pour petit à petit créer mon blog en parallèle que j'ai créé en 2015. J'organise aussi des événements de e-commerce à Montréal. On fait le numéro 57 ce soir, là. Donc, ça m'a mal aidé. Et après, c'est toujours apprendre aussi au fur et à mesure, te former sur la route. Moi, ça fait 2 ans et quelques que je suis vraiment nomade à plus ou moins temps plein. Donc, et puis, je voulais revenir aussi, je voyais dans les commentaires qu'il y avait Palme Épouse qui nous parlait aussi, qui était coach, chef de projet, etc. On parlait de toute la partie de trouver ses clients. Et toi, tu disais que vous avez trouvé les clients sur des plateformes de freelance. Oui, alors pour ce qui est de la partie justement développement web, expertise SEO, etc., je trouve que les plateformes de freelance, alors il y en a des bien, des moins bien, mais sont un bon point de départ, c'est un bon bac à sable, ça permet de faire ses armes, de trouver ses premiers clients, d'avoir ses premiers avis clients et son premier portfolio. Voilà. Après, moi, tu vois, pour tout ce qui est là en ce moment, ce que je fais, c'est-à-dire de l'accompagnement d'entrepreneurs, assistante en fait de gestion digitale et rédaction web, etc. Alors là, pour ça, je dois dire, je me suis inscrite sur les plateformes parce que c'était mon point de départ initial. Ça n'a franchement rien donné. Honnêtement, c'est un milieu où il y a beaucoup de il y a tellement de monde, si tu veux, que je trouve pas du tout. Donc là, mes clients, je les ai vraiment trouvés en allant les démarcher, tout simplement. Tout simplement en envoyant des mails, en disant bonjour, je suis Sonia, je suis digital nomade depuis 3 ans, je te la fais courte. Hein. Voilà mes compétences, j'adore ce que tu fais. Est-ce que ça te dit que je travaille pour toi? Des fois ça marche, des fois ça marche moins bien, mais et puis voilà. Donc en gros, j'ai commencé comme ça, et puis après, mon gros conseil, c'est vraiment de travailler son réseau, parce qu'il y a plein de contrats que je trouve, que ce soit des contrats longue durée, c'est ce que j'adore et c'est ce qu'on cherche tous les freelances, je pense, ou des contrats, des missions comme ça ponctuelles. Le réseau, le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux en fait, tout simplement. Donc, cultiver son réseau, cultiver son réseau, cultiver son réseau. Ouais, puis justement, je tournais une vidéo là tout à l'heure sur un petit peu de ces parties-là. Et pour moi, il y a vraiment 2 types de profils en freelance. Si on prend le freelance comme un gros bloc, pour moi, il y a la partie plus pigiste où là, tu vas être là à répondre à des offres comme sur des sites comme 5 €, Upwork et des trucs comme ça. Et donc là, c'est des contrats à court terme. Tu te bats vraiment avec beaucoup de monde. Les prix sont tirés vers le bas, etc. C'est ça. Et après, tu as le côté plus, moi, ce que j'appelle consultant, où c'est vraiment plus à long terme, c'est plus stable. Et là, les contrats viennent de ton réseau, de tes compétences, de ton portfolio, etc. Et là, moi, c'est ça que je fais depuis 2 ans et quelques. Exact. Et en fait, moi, j'ai commencé avec un blog en anglais sur le growth hacking. Et puis, j'ai publié une 50aine d'articles. J'ai organisé mes événements tous les mois à Montréal. J'étais visible, etc. Et mon réseau s'est développé. Les gens savent ce que je fais. Ils savent avec qui j'ai travaillé. Et donc, maintenant, les contrats, ils viennent à moi tous
seul et des contrats super intéressants, tu vois. Exactement. C'est ça qu'il faut faire. Moi, je vois le blog Nomad Life, en fait, me permet régulièrement de trouver mes clients. Et c'est exactement ce que tu dis. On commence, selon ta distinction, on commence en tant que freelance et en fait, assez rapidement, finalement, on devient consultant en suivant bien la définition que tu as donnée. Moi, je dois dire qu'actuellement, du coup, comme je suis un peu repartie à zéro au mois d'août, je suis un peu entre les deux. J'ai des missions freelance et je commence à en avoir quelques-unes en consulting, donc c'est bien. Et c'est vrai que… Si t'es dispo, t'en prends. Si t'es pas dispo, t'en prends pas. Exactement. Et ce que tu dis sur le blogging, c'est très important. En effet, tenir un blog. Alors, faut pas que ce devienne obligatoire. Il y a des tas de freelance et consultants qui fonctionnent très bien sans blog. Mais c'est une bonne façon de montrer son expertise que les futurs gens qui vont venir travailler avec toi te fassent confiance assez rapidement parce qu'ils voient ce que tu fais, ils voient avec qui tu as travaillé, etc. Donc, c'est clair. Voilà, plus tu fais ça, plus tu connais de gens, plus tu es mentionné dans des articles de blog, dans des journaux, etc. Plus les pratiques augmentent, plus tu peux augmenter ton taux horaire, etc. Et moi, mon taux horaire, depuis que j'ai commencé, il a, je pense, doublé ou triplé, sachant qu'il était déjà pas mal à la base. Donc ça, c'est assez cool parce qu'après aussi, quand tu es nomade, tu veux pas passer 80 heures par semaine à travailler tout le temps. Tu veux aller visiter, tu veux profiter de ton bateau, de la navigation si tu es sur un bateau. Et donc, justement, en réussissant à augmenter ton taux horaire, tu peux travailler moins et gagner pareil, soit travailler toujours autant, mais alors là, pouvoir mettre de l'argent de côté et te faire plaisir, quoi. Voilà. Et c'est aussi le tout quand tu es… Alors ça, c'est indépendant que tu sois nomade ou pas, mais quand tu es indépendant, ce qui est génial, c'est que tu peux ajuster en fait en fonction de tes projets. On ajuste. Est-ce que, voilà, en ce moment, on travaille un peu plus parce qu'on a un bon projet en tête ou là, en ce moment, j'ai envie de profiter, donc on travaille un peu moins. C'est tout l'avantage de ce type de boulot, C'est clair. Et est-ce que tu as des conseils aux gens qui veulent se lancer en freelance sur combien est-ce qu'ils devraient charger sur les plateformes, mettons? Oui, alors, ça dépend. Alors, c'est toujours une question un peu complexe, donc je vais essayer d'être le plus objective et courte possible. Après, justement, s'il y en a qui ont des questions un peu spécifiques, ils n'hésitent pas à venir en message privé ou autre, je me ferai un plaisir de répondre. Mais grosso modo, alors, les tarifs en tant que freelance, c'est assez facile d'aller trouver sur Internet quelles sont les moyennes en fonction du métier. Tu vois, tu peux trouver par exemple sur Crème de la Crème ou sur Upwork ou ce genre de truc, même Malte le propose. Voici la moyenne journalière d'un développeur web. Ensuite, donc, en gros, moi, c'est ce que je fais. Je prends ça et en fonction si tu es junior, si tu es développeur depuis un moment ou pas, enfin en fonction de ton niveau, tu ajustes. Évidemment, tu vas plutôt être dans la fourchette basse si tu démarres, et tu vas plutôt être dans la fourchette haute, voire plus, si, comme toi tu dis, tu as énormément d'expérience et que tu travailles déjà avec du monde intéressant. Donc ça, c'est une première façon, en effet, de commencer à penser son tarif. Ensuite, moi, vraiment, c'est même pas que je conseille, c'est je vous le demande, ne vous sous-vendez pas. Ne vous sous-vendez pas. C'est une erreur que font beaucoup de freelances. On l'a fait, nous, tout début, on l'a fait sur un contrat parce qu'on s'est dit, bah, tiens, c'est une bonne façon d'avoir le contrat, c'est de se sous-vendre. Au début, on a cette envie d'avoir ses premiers contrats, c'est normal. Mais en fait, c'est une erreur. C'est une erreur parce que tu n'as plus de… Comment dire ? Tu as moins de qualifications aux yeux de ton client. Il te pense moins sérieux. Je sais pas comment expliquer ça, mais tu te dévalues de base, quoi, en fait. Donc ça, c'est vraiment la pire erreur à faire, c'est de se sous-vendre en se disant, mais il me faut un premier contrat pour avoir mon premier portfolio. Non, tant pis. Vaut mieux attendre le prochain ou celui d'après. Il y aura forcément quelqu'un à un moment donné qui te fera confiance. C'est ça. Puis en plus, moi, j'en ai pas eu tant que ça, mais des clients qui vont être prêts juste à te payer pas cher, c'est des clients aussi, de mon expérience, qui vont être les plus chiants. Parce qu'ils te payent pas beaucoup et ils te prennent pour Jésus, ils s'attendent à ce que tu changes tous les trucs dans leur business, etc. Exactement. C'est un peu compliqué. Après, pour le fait que tu dis de ne pas prendre de contrat vraiment peu payé, moi, comment j'ai commencé, même moi, j'avais fait un premier contrat en fait dans une startup. J'étais pas
j'étais pas vraiment bien payé. C'était presque entre guillemets gratuit, tu vois. Mais j'étais avec un entrepreneur super qui était à Montréal, qui avait créé plusieurs business et qui m'a connecté, qui m'a appris beaucoup de choses, etc. Et ensuite, j'ai pu charger, tu vois. Alors, Et bon, oui, non, mais nuance c'est- qui est hyper importante à préciser, tu as totalement raison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer, entre guillemets, en faisant du gratuit, mais comme tu dis, il faut que ce soit avec quelqu'un qui peut vraiment te faire évoluer, ouais, t'introduire éventuellement ensuite dans des milieux entrepreneuriaux. Il faut ouais, que c'est vraiment un intérêt. Euh, on peut tout à fait, par exemple, je prends l'exemple de la rédaction web. Voilà, c'est un métier qui est ouais. assez en vogue en ce moment. Je pratique un petit peu. C'est pas du tout gênant de contacter une entreprise avec laquelle tu as envie de travailler parce que tu sais que ça va être un client intéressant avec qui tu vas pouvoir vraiment mettre en place un super partenariat, tu as de bonnes idées, etc. Tu peux très Mhm. bien te contacter en lui disant, voilà, moi, je te propose de te faire un premier article soit à moitié prix, soit gratuit, etc. Et en fonction, si ça te plaît, si ça te plaît pas, Ouais. on met en place ensuite un partenariat ensemble. Ça, c'est pas gênant du tout. Mais ce qu'il faut pas faire, c'est vraiment prendre des contrats où le mec te dit ouais, tu peux me faire un tunnel de vente pour 150 € en 3 jours, s'il te plaît. Non. Ouais, ouais, c'est clair. Voilà. Donc là, c'est le genre de truc, je le dis parce qu'on m'a demandé récemment. Et ben Ok. non, non. C'est vrai que c'est tentant parce que moi, tu vois, par exemple, créer des tunnels de vente, c'est encore quelque chose qui est un peu nouveau pour moi dans mon métier d'entrepreneur, enfin, ce que je propose Mhm. actuellement. Donc, je suis très, très intéressée de découvrir vraiment ces systèmes et de commencer vraiment à faire des pages de vente copyrightées, etc. Ok. Mais je suis désolée, je veux dire, à un moment donné, il faut pas. Voilà, c'est là-dessus, il faut arriver à évaluer est-ce que vraiment ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, etc. Ok. Ouais, c'est intéressant. Bah, c'est tout un cheminement à la fois de devenir freelance et un consultant, puis aussi en plus de le faire en étant nomade. Il y a tout un côté organisation, etc., qu'il faut prendre en compte, toute la partie, bien mettre les bases d'un projet au début, l'envoi de factures, les contrats, etc., pour bien cadrer. Tu vois, moi j'avais un contrat qui était correct, mais qui n'a pas été honoré. Enfin, moi, j'ai fait les services, mais la personne n'a pas encore tout payé. Donc là, je suis en train de les poursuivre. Ça prend beaucoup de temps et c'est quelque chose de pas souhaitable, quoi. En effet. Ça arrive malheureusement chez tout entrepreneur, ça fait partie des mauvais aléas. Et je Mhm. rajouterai une dernière chose, pardon, pour fixer ses tarifs, Ouais, pensez aux charges, les charges sociales, tout ça, de toujours, ouais, ou si les plateformes prélèvent souvent une commission. Donc, ok. pensez à tout ça quand on fixe ses tarifs pour pas se retrouver à la fin avec moitié, une fois qu'on a tout payé, à se retrouver avec la moitié de ce qu'on avait pensé comme tarif, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Moi, un truc que je fais, c'est que dès que je reçois l'argent d'un contrat, j'en mets une partie de côté dans un compte spécial là où je touche pas. Puis pour l'instant, ça Exact. va bien. Pareil. Ok. Bah écoute, je vais te poser une question rapide avant l'entrevue. Un truc que j'aime bien faire. Et puis le but, c'est de répondre en quelques mots. Qu'est-ce que tu as en tête? Super. Alors, ça a été quoi ton pays préféré en tant que nomade? Les Canaries. Les Canaries? Les Ok. Canaries, C'est l'Espagne, hein, c'est ça? c'est l'Espagne en fait, c'est les îles Canaries qui sont sur l'Atlantique en face du Maroc. Ok. Allez, en quelques mots quand même, parce que je peux pas juste dire les Canaries. Ok. Le climat Ok. est juste parfait toute l'année. Ouais. Connexion Internet au top. Balade, rando de ouf. Et vraiment pour les digital nomades, il y a plein de trucs. Il y a des co-living, il y a des coworking space. Enfin voilà. Canaries. Ok. Canaries, c'est noté. Est-ce que tu as un hack ou une astuce de voyage que tu trouves cool à partager avec tout le monde? Oui, alors que je pratique pas forcément parce que j'ai un bateau déjà, mais si on a envie de voyager en bateau, aller sur les bourses aux équipiers. Bourseséquipiers.com. Alors après, il y en a plein d'autres. C'est une bonne façon Ok. de découvrir la navigation, partir soit sur des petites navigations, soit sur des grandes navigations au long cours. Et Ok. gratuitement ou juste en payant, tu vois une petite partie de la caisse de bord. Ouais. Parce que souvent, on me demande mais comment je peux voyager en voilier sans avoir de voilier. C'est la solution. Ok. Très Voilà. cool, je connaissais pas. Et est-ce qu'il y a un accessoire insolite, à part ton bateau, avec lequel tu voyages? Alors oui, mes ustensiles de cuisine nomade.
Ok. Alors, en D'accord. fait, on adore cuisiner. Et depuis qu'on est parti en voyage en bateau, on peut plus avoir tout ce qui est, tu sais, robots ménagers, etc. Oui. Donc, on a tout changé en mode manuel. Donc, on a un batteur où on tourne comme ça pour monter les blancs en neige, etc. Ok. Et ça, c'est tout bête, mais c'est le genre de truc dont on n'aime pas se séparer. Et bon, on voyage pas vraiment en sac à dos, donc c'est possible de voyager avec. Voilà. Ok, c'est marrant parce que ça fait la troisième interview comme ça live que je fais et t'es la deuxième personne à me parler de trucs de cuisine. Donc Super c'est marrant. important. Bon, c'était toutes les deux françaises, mais c'est Tiens, intéressant. Ok, super. Bah écoute, avant de terminer le live, est-ce que tu peux partager où est-ce que les gens peuvent te retrouver? oui, bien sûr. Alors, je suis sur Instagram, donc Ouais. @no_mad.life. Et puis, je suis également sur mon site, enfin sur mon blog, donc no-mad-life.com. Voilà. Ok, super. Et ton nom, on le rappelle, c'est Sonia. Sonia, exactement. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup et puis bon travail sur le bateau alors. Mais merci, ouais, ça va Et, être une journée poussiéreuse, mais ça va ouais. être chouette. Et puis si vous passez par Montréal, je vous accueille, je vous montrerai un peu comment ça se passe ici. Trop bien, avec plaisir. C'est vraiment pas possible, comme je te disais, qu'on se retrouve dans quelques mois. Ok, ça Voilà, marche. Ben, moi, je bouge pas, je bouge, mais je reviens quand même souvent c'est ici. ta passe. C'est ça. Super. Ça marche. Eh Bon, ben, salut super. Sonia, bonne journée. Salut, et puis merci beaucoup pour l'interview, c'était chouette. Merci. Ciao.